Bonsoir, merci pour ces présentations. Donc, je suis à cette table ronde en tant que vice-président du Club des pilotes de processus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, www.pilotedeprocessus.org. Alors, l'accroche chez BPM Agilité, j'aurais un premier commentaire à faire. Est-ce que c'est le processus qui a besoin d'être super agile et que l'on peut taxer aujourd'hui de freiner cette agilité dans les entreprises? Ou bien est-ce que c'est parce qu'avec un processus, on donne un regard transverse dans l'entreprise et donc on se heurte au management? Donc je serais tenté de dire que d'entrée de jeu, le problème de l'agilité n'est pas au niveau du processus, mais au niveau du management. C'est-à-dire qu'est-ce que les entreprises acceptent qu'on ait un regard transverse pour satisfaire des segments de clientèle, des clients, mais également d'autres acteurs. Alors, un processus, il va servir plusieurs parties prenantes. Comment s'assurer que je vais délivrer un même niveau de prestations vis-à-vis du client si je ne suis pas en capacité de m'assurer que je vais enchaîner les activités dans un monde omnicanal qui est aujourd'hui 24/24, 7 sur 7. Je suis obligé de décrire un enchaînement d'activités. Amazon réussit à livrer en 1 heure parce qu'il a des processus. Maintenant, est-ce qu'il ne laisse pas une grande initiative en termes d'usage de l'environnement? Là, c'est un bon sujet. Et au niveau des usages, j'ai besoin d'une très grande agilité avec l'ensemble des moyens de communication qui sont offerts aux utilisateurs. Mais ensuite, dans l'entreprise, je suis bien obligé de réguler et donc de coordonner ces activités, tout en laissant des espaces d'initiative, bien évidemment. Ensuite, j'ai mes collaborateurs. Mes collaborateurs, il faut qu'ils soient embarqués dans le processus. Il est clair que si je leur impose des processus pensés, pas uniquement par la direction générale ou par les équipes dédiées, et pour lesquels ils n'ont jamais été impliqués, ils ne vont pas vouloir les pratiquer, ils vont les laisser de côté. Par contre, si je réussis peu ou prou à avoir une démarche globale dans l'entreprise, une adhésion du management, mais également le fait que j'embarque le maximum de collaborateurs qui ont des idées. Jusqu'alors, on les laisse assez peu s'exprimer. Quand ils s'expriment, assez peu d'entreprises en tiennent compte, mais si on les embarque pour qu'ils identifient les dysfonctionnements, qu'ils soient force de proposition, partant du principe que l'intelligence est collective, c'est un mot maintenant qui est largement utilisé, l'intelligence collective, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Donc là aussi, j'ai besoin de travailler dans mes relations avec les collaborateurs sur une démarche qui permette de cartographier un enchaînement d'activités. Alors, on appelle ça processus, on appelle ça protocole. Le problème de sémantique est un peu secondaire. Ensuite, j'ai des relations avec des fournisseurs, des partenaires. Comment est-ce que je peux définir un contrat de service avec un fournisseur, un partenaire, sans délimiter son périmètre de responsabilité par rapport à mes attendus? Je ne peux pas. Donc je suis bien obligé, là aussi, d'écrire des activités avec des données en entrée, avec des données en sortie. Qu'est-ce que je lui confie comme données pour qu'il fasse son travail? Qu'est-ce qu'il me restitue en produits et services et en données pour acquitter le fait qu'il ait fait son travail? J'ai parfois des instances de régulation. Alors dans le secteur financier, beaucoup se plaignent des contraintes, qu'elles soient IFRS, BAL ou autres. Mais bon, c'était imposé au niveau mondial, probablement pour quelques bonnes raisons tout de même. Si je ne réussis pas à mettre en place des processus qui me permettent de servir les données qui sont attendues, alors je vais avoir des équipes qui vont rapprocher des données financières, des données comptables, des données de contrôle de gestion, pour faire en sorte que je vais satisfaire telle ou telle instance. Si j'ai un processus de consolidation, je ne fais le travail qu'une fois. Et l'information est plutôt fiable. Et puis j'ai un management ou des actionnaires face auxquels j'ai des engagements qui ont été pris en termes de performance de l'entreprise. Alors pas uniquement économique, mais pour partie économique. Je prends des engagements en termes de performance économique, de chiffre d'affaires, de marge. Il faut bien que je puisse rapporter aussi régulièrement possible et sans consommer trop d'énergie un résultat de l'activité de l'entreprise. Alors, quand on prend l'ensemble de ces parties prenantes, en considérant que le management des entreprises est à 80%, voire plus, partant de la transversalité, ça resterait à démontrer tout de même, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet, alors je vais pouvoir classifier mes processus en 3 grands domaines. Mes processus opérationnels qui vont me permettre d'interagir avec mes marchés, avec mes clientèles, ceux qui vont consommer les produits et services délivrés par l'entreprise ou par son écosystème, des processus de support qu'il faut caractériser comme processus de support, mais qui ne sont pas, si vous me permettez l'expression, à la mine, qui sont contributeurs dans la performance de l'entreprise. Lorsque j'ai un système d'information qui n'est pas performant, lorsque j'ai une RH qui est déficiente sur l'anticipation des recrutements, sur les plans de formation, sur mes phénomènes de GPEC, j'aurai des collaborateurs opérationnels qui ne seront pas au niveau, donc qui ne vont pas délivrer
une valeur ajoutée suffisante pour satisfaire mes clients. Et puis des process de pilotage, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, je m'assure que l'entreprise va dans le bon sens. Il y avait un peu d'animation, mais vous ne l'aurez pas. Alors, on va parler de création de valeur et de domaine de création de valeur. Domaine de création de valeur, c'est ce qui nous permet d'identifier l'écosystème de l'entreprise. Peu d'entreprises aujourd'hui élaborent une idée, la fabriquent ou l'achètent ou la font développer, la mettent en marché, la distribuent en logique omnicanal ou la font distribuer par des partenaires, assurent l'administration des ventes, délivrent l'offre aux produits et services et en assurent le SAV. Là, c'est une présentation qui est un peu générique, qu'on pourrait typer par secteur économique, mais peu ou prou, on va retrouver ces grands domaines de création de valeur. Et comment je vais m'organiser si je ne travaille pas peu ou prou avec une démarche processus, avec un enchaînement d'activités, pour caractériser quelle est la contribution de chacun des acteurs? Ceux qui vont financer, ceux qui vont designer, élaborer, ceux qui vont fabriquer, mettre en marché, distribuer, gérer l'administration des ventes, mettre en marché et assurer la prévente. Donc, je ne vois pas d'autre solution que de représenter, alors le niveau de maille sera important, et nous reviendrons sur ce point, de représenter comment ces activités s'enchaînent, comment je passe d'un domaine de création de valeur à un autre domaine de création de valeur, ce que d'aucuns appellent le cardan, où là on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, il y a une perte en ligne considérable. Donc mes silos, parfois, sont très performants, parfois même trop performants, mais ça ne délivre pas un service visible par le client au bon niveau. Parce que ce que va percevoir le client, c'est la moins bonne performance d'un des silos de l'entreprise. Donc mon pilote de processus, il n'est pas là pour faire la place des métiers, il est là pour animer. Donc nous reviendrons sur ce problème de gouvernance. Pour le pilote de processus, il faut qu'il soit visible d'une direction générale. Donc une démarche, elle doit être portée par la direction générale. Il n'y a aucune chance que ça aboutisse si ce n'est uniquement une volonté de la base ou du middle management. Il faut que ça soit porté par une direction générale. Et mon pilote de processus, il est là pour faire en sorte que l'ensemble des contributeurs internes et externes de l'entreprise aient bien conscience de la valeur ajoutée qu'ils vont apporter, mais de la valeur ajoutée en amont et en aval, voire avec des tiers externes de l'entreprise. Et puis je vais retrouver dans la partie inférieure de mon graphique l'ensemble des contributeurs en process de support. Et il faut les impliquer dans le pilotage du processus, parce que si ces fonctions de support ne sont pas au bon niveau, alors mes opérationnels vont probablement réussir à se débrouiller, mais au prix de quel effort, de quelle usure, pour délivrer un service qui sera médiocre, parce que je n'aurai pas embarqué l'ensemble des acteurs. Alors, des processus, il faut là aussi que régulièrement l'entreprise s'interroge. Et comment, au-delà d'une analyse SWOT, écouter le marché, les signaux faibles. C'est un sujet, si je veux collecter l'information, la juste information, percevoir les tendances. Et on pourrait prendre plein d'exemples de très grandes entreprises qui ne les ont pas vues venir, ces tendances. Si on prend le secteur automobile, la Google Car, ce n'est pas un grand constructeur. La Tesla, ce n'est pas un grand constructeur. Donc on voit bien qu'il y avait des tendances qui étaient à capter, qui n'ont pas été vues par les grands acteurs. Mais si on prend dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, il y a beaucoup de sites qui se sont développés. Ils n'ont rien inventé. Ils se sont simplement adaptés à une évolution des demandes des consommateurs par les usages. Et une plus grande liberté pour pouvoir papillonner probablement, mais également renvoyer les informations. Qui avait prévu qu'un consommateur, quel que soit le domaine, puisse publier sur la toile une insatisfaction ou une satisfaction? Donc, être à l'écoute du marché pour mesurer les grandes tendances. Et puis, redonner du sens. Vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsqu'on demande des efforts en efficacité, en efficience aux collaborateurs, et toujours plus d'efforts, mais ils ne savent plus où va l'entreprise. Si seulement on prenait le temps de dessiner les inflexions stratégiques, de poser cette inflexion stratégique en disant voilà où on veut aller, alors sans trahir les secrets de rapprochement qui pourraient s'opérer, mais voilà où l'entreprise veut aller. Et voilà en quoi, dans chacune des directions, qu'elles soient opérationnelles ou de support, vous apportez une contribution pour atteindre cette performance. On va redonner du sens. Et les gens, probablement, vont retrouver du bien-être au travail. Il y a de nouveaux indices qui sortent, la Libet, l'indice de bien-être au travail. On parle beaucoup de capital humain. Il faut travailler cette patte humaine, parce que c'est quand même l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise qui crée la richesse.
Et si on réussissait simplement à faire en sorte qu'ils comprennent le sens de leurs efforts, qu'ils comprennent pourquoi on leur demande des efforts, et qu'ils puissent en mesurer les résultats, bon, jusqu'à peut-être être impliqués sur les résultats qui sont parfois excessifs, notamment dans la rétribution des équipes dirigeantes. Alors, en synthèse, pilotage des transformations à la mesure de la performance, je reviens sur mon premier point, l'agilité, oui, on peut débattre de la représentation, on peut débattre de la sémantique, on peut débattre du référentiel. Je partage assez bien votre opinion sur le fait que ce référentiel, il ne doit pas être à la main de l'informatique, mais il doit être à la main des métiers. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'informatique qui en fait peut-être la plus grosse consommation ou le plus gros usage pour ces cartographies fonctionnelles applicatives, mais ça reste à débattre. Donc il faut former les équipes et obtenir l'engagement des directions générales et obtenir un minimum d'adhésion sur le fait que les silos, donc le management des silos, vont accepter qu'on regarde ce qui se passe en amont et en aval de leurs activités. Ils ne sont pas seuls au monde. Ils sont dans une chaîne de valeur. Ils sont dans un processus. Là, on travaillera au niveau de la maille. Mettre en place une gouvernance. Il faut des sponsors, des pilotes, des groupes de réflexion. Il faudra embarquer nos amis de la SI à un moment donné, parce que peut-être que pour partie, il y a du sens à automatiser très fortement. Et vous prenez l'exemple des centrales nucléaires. On peut imaginer qu'il y a beaucoup d'automatisation portée par le système informatique. Il faut vraiment un peu d'outillage. Mais l'outillage ne fait pas la culture de l'entreprise. Le club des pilotes de processus s'est créé face à deux phénomènes il y a 11 ans. La montée des outils, où certaines entreprises se disaient « je vais choisir tel ou tel éditeur, gérer mon problème », ou face à les méthodes, le Lean Six Sigma pour ne prendre que cet exemple, je veux prendre une méthode, gérer mon problème. Non. Ce sont des outils qui vont aider à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise. Donc, il faut probablement mettre un outillage, mais il ne faut pas mettre l'outillage en premier. En premier, c'est la volonté des directions générales de faire en sorte qu'on écoute le terrain, l'ensemble des acteurs, on embarque le management intermédiaire, parce que je pointais les patrons des grandes unités, mais le management intermédiaire a beaucoup peur aussi de ces démarches. Ils ont peur de perdre une partie du pouvoir, alors qu'ils doivent retrouver leur rôle de management. Il y a un travers qu'on constate assez souvent, c'est de rêver d'un enchaînement d'activités. Donc, notre recommandation, c'est de prendre la situation telle qu'elle est, la situation réelle, pas celle dont les gens rêvent. Souvent, les managements intermédiaires, ils rêvent d'une situation. Mais si on écoute le terrain, ce n'est pas du tout ça ce qui se passe. Parce qu'ils ont trouvé les voies et moyens de contourner, de s'adapter, de pallier les carences. Donc, il faut prendre en compte la situation réelle. Il faut se projeter, avoir une ambition et construire une trajectoire pour aller chercher des ambitions. Et puis mesurer. Il faut mesurer les apports. Alors, mesurer les apports, il y a aussi parfois, on l'entend un peu moins en ce moment, un réflexe en disant oui, vous voulez mettre en place une démarche processus parce que vous avez en tête de contracter les ressources humaines. Dit différemment, de faire un PSE. Non, si le sujet est latent, il faut l'affronter. Il n'y a pas besoin de mettre en place une démarche processus pour faire un PSE. Par contre, en mettant en place une démarche processus, on va peut-être se donner les moyens d'offrir plus de prestations, plus de services aux entreprises avec les mêmes ressources qu'il faudra former, bien évidemment. Donc mesurons en logique quick win, parce que là, dans toutes les entreprises, on peut trouver des paybacks très très rapides, en écoutant la base, souvent. Et puis, mesurons à moyen et long terme, notamment lorsque je travaille dans un écosystème, de confier à des tiers externes tout ou partie d'activité, il faut que je mesure si c'est vraiment un intérêt pour la performance de l'entreprise. Et puis un point, alors vous l'avez un peu évoqué, Frédéric Berger, si on ne veut pas agir, ce n'est pas la peine de connaître. Donc arrêtons de vouloir faire un référentiel de tous les processus de l'entreprise au niveau de détail. Non, si on n'a pas besoin d'agir ou si on ne veut pas agir, ça ne sert à rien de faire de la cartographie. Travaillons sur ce qui a du sens pour l'entreprise, sur ce qu'on va pouvoir mesurer en termes de payback. Voilà quelques commentaires. Alors vous retrouverez dans un guide très sérieux, le guide de la gestion des processus, qui a été réalisé par le club et édité par l'AFNOR, un certain nombre de recommandations sur la mise en place d'une démarche de pilotage de l'entreprise par les processus. Merci. Merci Gérard. Donc on va maintenant laisser la parole à notre dernier invité.